Très bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous voyez mes diapositives. Oui, oui. Très bien, Mais, super. Merci le comité d'organisation pour l'invitation à discuter avec vous. Donc, c'est la première fois que je suis invité à la NARF. Je suis très heureux de participer et donc effectivement de discuter la partie maladie inflammatoire des manifestations neurologiques du Covid-19 avec certains éléments qui ont déjà été largement abordés par mes collègues dans les présentations précédentes. Excusez-moi, donc voici ma diapo de lien d'intérêt, aucun qui est directement en rapport avec la présentation. Alors, le problème du Covid, ben, comme ça a été largement rappelé et vécu par tout le monde, hein, le problème c'est une maladie essentiellement respiratoire pour les réanimateurs, avec une pathologie qui conduit à la ventilation, à un tableau de SDRA souvent problématique dans à peu près 5% des patients symptomatiques. Et on a effectivement vu des manifestations initialement extrapulmonaires dans ce contexte épidémique qui était parfois extrêmement difficile à évaluer. Dans les manifestations qui ont extrapulmonaires qui ont posé problème pour les réanimateurs, hein, à la phase aiguë, il y a bien sûr des complications rénales et thromboemboliques. On en a discuté dans les présentations précédentes. Et bien sûr, des complications neurologiques qui étaient extrêmement compliquées à apprécier du fait effectivement du facteur confondant lié à la prise en charge, notamment la plupart des patients qui étaient sédatés lourdement d'une part et pour des durées anormalement prolongées du fait de la gravité de la pathologie. Alors, une des premières questions quand on s'intéresse aux mécanismes neuro-inflammatoires potentiels, c'est de savoir si vraiment SARS-CoV-2 est un virus neurotrope. Et donc, on sait très clairement que les effets viraux délétères sont médiés donc, par le récepteur ACE2 qui est présent dans de nombreux tissus. Il y a un effet cytotoxique direct du virus qui est démontré et des mécanismes qu'on va qualifier plus d'indirects hein, qui sont liés à la dysrégulation du système rénine-angiotensin-aldostérone, à des mécanismes, on a vu, donc de dysfonction endothéliale, de réponse immunitaire aberrante de l'autre, qui vont conduire à différents types de lésions tissulaires, des lésions inflammatoires, des lésions endothéliales et un tableau cytokinique systémique qui peut aussi induire de la dysfonction d'organes. Alors, ça a été montré par Lionel Velli, hein, ces récepteurs ACE2, ils sont décrits dans différentes régions cérébrales, des régions qui sont fonctionnelles hein, pour certaines d'entre elles, notamment au niveau des hémisphères cérébraux, au niveau des plexus choroïdes, au niveau du tronc cérébral. Et ces récepteurs, ils sont non seulement présents sur les neurones, mais sur les cellules inflammatoires, donc résidentes, les cellules microgliales, et les cellules régulatrices, notamment les astrocytes, donc ça à l'état basal. Donc il y a un substrat pour dire que le virus peut interagir de manière claire avec les neurones et les cellules de soutien cérébral. Ces mécanismes de neuroinvasion, donc classiquement, ont été schématisés de deux manières. Hein, donc un mécanisme, on va dire, de proche en proche, avec via le bulbe et l'épithélium olfactif, une voie neuronale rétrograde, donc le virus qui va pouvoir atteindre le système nerveux central au niveau du cortex basifrontal. Et donc ça rappelle très clairement les mécanismes invoqués donc, dans l'encéphalite herpétique, qui est une maladie neuro-invasive classique, mais beaucoup plus rare. Et un mécanisme systémique hein, qui rappelle donc ce qu'on peut voir dans les tableaux septiques sévères, hein, c'est-à-dire une dysfonction endothéliale avec une augmentation de perméabilité, et puis un virus qui va pouvoir soit directement, comme ça a été aussi discuté, soit indirectement via un mécanisme de cheval de Troie, atteindre le compartiment cérébral et infecter les cellules neuronales ou les cellules gliales. Alors, il y a effectivement des données d'imagerie qui étaient relativement précoces, hein, qui suggéraient une atteinte inflammatoire qui répond à cette physiopathologie, hein, donc de voie transcribiale, avec sur des séquences conventionnelles, on voit une atteinte ici au niveau du cortex olfactif en flair, donc relativement non spécifique hein, sur le plan de l'imagerie, qui peut être effectivement de l'œdème réactionnel ou une neuroinvasion directe. Sur les données neuropathologiques qui sont apparues consécutivement donc, à la fin du premier pic hein, chez les patients donc, décédés en réanimation, les éléments pour dire qu'il y a une neuroinvasivité forte
sont un petit peu discutables à mon sens. Quand on voit, donc ici c'est une étude du groupe d'Erasme à Bruxelles où ils ont pris 17 patients. Les lésions neuropathologiques sont des choses qui sont dans un contexte post-mortem de réanimation, donc absolument pas spécifique d'une inflammation virale. On voit de la nécrose, des lésions hémorragiques, de l'œdème cérébral et un virus qui est donc finalement détecté de manière assez fréquente. 8 patients sur 10 testés en RT-PCR, on trouve du virus au niveau du cerveau, mais finalement pas de marqueur d'inflammation virale, d'inclusion virale au niveau du parenchyme cérébral. Et en fait, ce qu'on voyait, c'était un virus qui était présent de manière disséminée dans tous les organes autopsiés, donc chez les patients les plus graves décédés en réanimation. Ces données elles sont corroborées par des observations nord-américaines, où ici on a donc une série de Boston sur une vingtaine de patients consécutifs, où on voit finalement les autopsies sur les lésions neuropathologiques de l'ischémie, qui est absolument pas spécifique. C'est le cortex frontal, l'hippocampe, donc c'est des zones qui sont extrêmement sensibles à l'hypoxie de par la densité neuronale. Pas d'inclusion virale détectable, pas d'immunohistochimie qui suggère une présence de virus, et puis une réaction inflammatoire qui est absolument pas spécifique dans ce contexte lésionnel avec de l'activation microgliale classique. Quand on regarde la distribution de ces lésions ou cette altération inflammatoire dans le parenchyme de ces patients décédés, il y a quelque chose qui est tout à fait marquant, c'est cette distribution périvasculaire avec en fait qui rend compte des lésions microvasculaires qui ont été décrites, que ce soit pour les macrophages, il y a une distribution périvasculaire qui est très claire, pour l'activation astrocytaire, ici aussi en immunohistochimie. Les marqueurs lymphocytaires, donc il y a un infiltrat lymphocytaire qui est discret, mais qui est encore une fois très localisé autour des vaisseaux. Et ce pattern lésionnel était présent dans les différentes régions autopsiées. Alors finalement, sur le côté neuro-inflammation liée à SARS-CoV-2, les deux ou trois grands mécanismes physiopathologiques qu'on retient donc début 2021, donc c'est ce trigger systémique qui est clair et qui va engendrer des lésions de la barrière hémato-encéphalique, une fuite capillaire, la possibilité donc d'un passage de cytokines pro-inflammatoires dans le parenchyme cérébral, une neuro-invasion donc liée au virus lui-même qui va pouvoir infecter, en tout cas interagir avec les cellules de soutien, les péricytes, les cellules astrocytaires, la microglie et peut-être les neurones. Et puis des lésions vasculaires qui étaient d'emblée frappé les cliniciens pour les premiers patients, ischémiques ou hémorragiques par des mécanismes microvasculaires qui ont été décrits, encore une fois, dans la présentation précédente. Alors, sur les présentations neurologiques classiques, y a-t-il des éléments pour dire que c'est une pathologie inflammatoire? Donc, je vais aller vite puisque ces choses ont été aussi largement montrées. C'est l'encéphalopathie à la phase aiguë, elle a été pointée du doigt par les Chinois, donc avec 25% de patients sur les premières cohortes qui avaient des tableaux neurologiques, incluant des troubles de conscience, notamment pour les patients les plus sévères. C'était 15% de cette cohorte. 15% des malades sévères sur le plan respiratoire avaient une altération de conscience. Et puis l'autre chose qui était frappant, c'était l'atteinte périphérique décrite chez presque 10% des patients dans cette première cohorte clinique très descriptive. L'expérience des Strasbourgeois qui rapportait donc une fréquence d'encéphalopathie de délirium assez élevée donc chez des patients tous en ARDS ventilés. Qu'est-ce qu'on a sur le plan neuro-inflammatoire? Finalement, des lésions à l'IRM qui sont plutôt, comme ça a été décrit, des choses en rapport avec des anomalies de perfusion et des lésions ischémiques essentiellement, et finalement assez peu d'anomalies sur le LCS, notamment en termes de cellularité, des LCS qui sont franchement normaux, un virus qui est en règle jamais retrouvé par PCR dans le LCR, et ça c'est confirmé par beaucoup de séries maintenant. Et des éléments en termes d'hyperprotéinorachie, de présence de bandes oligoclonales qui sont très difficiles à interpréter. Ça semble relativement inconstant. Donc finalement, un pattern qui a l'air assez peu inflammatoire sur les éléments chez ces patients de réanimation. Les manifestations neurologiques globales, quand on fait un petit peu la revue de la littérature, c'est des choses qui sont plus de l'ordre neurosensoriel, donc dysgeusie notamment, avec donc le corollaire donc, de l'imagerie qu'on a vu tout à l'heure, et finalement assez peu de signes qui suggèrent une atteinte encéphalitique
spécifiques. Alors, si on veut retenir des chiffres en termes d'encéphalopathie, dans la revue de la littérature, la revue systématique la plus fournie, 600 patients. Chez les patients donc, de réanimation sévère, c'est à peu près 10-12% des malades qui ont un trouble de conscience mesurable d'emblée à l'admission, qui n'est pas altéré donc, par la sédation ou par d'autres facteurs confondants. Et ça recoupe un petit peu les chiffres de la série de Wuhan qui était publiée initialement. Alors, il y a des phénomènes qui suggèrent, enfin, des éléments qui suggèrent qu'il y a une atteinte neurologique et de la dysfonction cérébrale sévère chez les patients de réanimation, avec notamment des données en électroencéphalographie qui montrent des décharges périodiques qui ne sont pas spécifiques, bien sûr, chez ces patients. Alors, c'est une petite série, mais ça permet d'estimer ça à peu près à 20% des patients donc, dans ce travail publié dans Annals of Neurology. Et donc, ceci a été aussi largement confirmé, et notamment ce pattern donc, de lésions delta très monomorphes, très simple sur le plan électroencéphalographique, qui est encore une fois rapporté maintenant chez 10 à 20% des patients en réanimation. Ce qui est frappant, c'est aussi donc des patterns de non-réactivité de l'EEG dans un contexte où il n'y a pas forcément évidemment d'hypoxie prolongée. Et donc ça suggère très clairement qu'il y a une souffrance neurologique constituée à la phase aiguë. Sur les lésions en imagerie, donc chez les patients, pas uniquement de réanimation, les atteintes inflammatoires, elles sont présentes, elles sont discutées. On voit bien évidemment une prépondérance de lésions hémorragiques, microvasculaires, ischémiques ou hémorragiques, des anomalies de perfusion qui semblent relativement fréquentes. Ici, c'est une série de la pitié salpêtrière. Il n'y a pas que des malades de réanimation, mais on voit aussi des anomalies avec de l'œdème vasogénique, donc du PRES, 3% des patients, des anomalies inflammatoires, un petit 5% des patients, et des lésions du corps calleux, donc cytotoxiques, mais qui sont associées historiquement aux encéphalites virales. Donc ça existe très clairement, mais dans une proportion de cas qui semble relativement faible. Sur les biomarqueurs, quelques études récentes qui viennent d'être publiées, il y a des données qui suggèrent qu'il y a un phénotype lésionnel mesurable. Alors, la part du Covid là-dedans, quand on compare à des patients non Covid, les effectifs sont petits, ça semble pas complètement séparé, et de manière non surprenante, les biomarqueurs ici neurofilament light élevés à la phase aiguë est associé à un moins bon pronostic, que ce soit chez les patients Covid ou les patients non Covid. Donc là, encore une fois, la part du Covid est difficile pour l'instant à identifier. D'autres études qui suggèrent qu'à la phase aiguë du Covid sévère, un des marqueurs de souffrance astrocytaire, la GFAP, qui semble élevé dans ce contexte, des choses qui sont toutes récentes. Et puis, quand on regarde sur les marqueurs de délirium, qui étaient donc discutés en première présentation, on arrive à trouver quelques corrélations, donc soit sur la sévérité du délirium, c'est le score ICDSC pour deux marqueurs, la GFAP et NFL, donc le neurofilament light. Quand on compare les Covid et les non-Covid, en fonction de la présence ou de l'absence du délirium, on voit qu'il semble y avoir un signal, mais c'est encore une fois des choses qui sont réalisées sur de petites cohortes sans validation externe, donc qui méritent d'être un petit peu étoffées. Alors sur l'approche syndromique, est-ce qu'on peut apporter des éléments pour une pathologie inflammatoire? Et donc ça, c'est une démarche classique en neurosciences. Et le premier travail qui a fait ça, c'est l'équipe de Queen's Square à Londres, où ils ont regardé en fait les consultations ou les présentations neurologiques Covid, qu'ils ont essayé de reclasser en fonction des syndromes clinico-radio-biologiques possibles. Et donc on retrouve des tableaux d'encéphalopathie, on va dire non spécifiques, avec des analyses en termes d'IRM et de LCS qui sont peu contributives, un pronostic qui est relativement parallèle à l'atteinte respiratoire. On peut peut-être dire que ça, c'est un genre de délirium non spécifique. Des syndromes inflammatoires aigus plus classiques qui sont décrits, encéphalite post-infectieuse, myélite, des patients qui sont souvent répondeurs aux fortes doses de corticoïdes avec un pronostic qui est lié évidemment à la présentation clinique et à la charge lésionnelle initiale. Des tableaux ischémiques sur lesquels j'insiste pas puisque ça a été très largement discuté, mais qui ont frappé d'emblée les cliniciens. Et puis des atteintes inflammatoires périphériques qui sont essentiellement des syndromes de Guillain-Barré. Alors ces données, elles ont été un petit peu évaluées au niveau national au Royaume-Uni, 135 patients avec présentation neurologique aiguë. On retrouve une proportion d'AVC extrêmement importante,
30% de patients avec des, on va dire, encéphalopathies, au sein desquels il y a 7 sur 39 patients qui ont un tableau d'encéphalite défini syndromique. Les atteintes périphériques, essentiellement, donc Guillain-Barré, 5% des malades dans cette cohorte, donc de 135 patients consécutifs. Une évaluation, une étude multicentrique française, donc, a été coordonnée par la Société de pathologie infectieuse de langue française, notamment donc, Thomas de Brocaire. 200 patients donc avec présentation neurologique. On n'est pas que en réanimation, on retrouve un petit peu les mêmes messages, alors avec un petit peu moins d'anesthésie ischémique, probablement que c'est des malades moins graves, l'encéphalopathie prépondérante, 10% d'encéphalite, et puis des atteintes périphériques un petit peu plus fréquentes, 10% des patients qui consultent pour motifs neurologiques. Alors, dans les choses qui ont frappé, des tableaux d'encéphalite aiguë, donc il y a quelques case reports, quelques expériences, et donc ça, c'est un travail de l'équipe de Toulouse, de Thomas Girers, où il rapporte donc des tableaux vraiment d'encéphalite aiguë, potentiellement post-Covid, dysimmunitaire, avec des lésions qui sont tout à fait caractérisables, d'allure inflammatoire sur l'IRM, avec une immunoréactivité qui est tout à fait pathologique au niveau, ici, donc sur des coupes de cerveau de mammifères, on voit une immunoréactivité du LCR ou du sérum contre des constitutions ou des protéines du système nerveux central, et des patients qui semblent évoluer favorablement sur le plan neurologique, donc sous traitement anti-inflammatoire combiné, IGIV et forte dose de corticoïdes. Donc ça, c'était une des premières observations qui étaient très bien documentées. Un autre travail des collègues suisses, où là, ils ont repris donc, à Genève tous les patients hospitalisés pour Covid, et ils ont identifié, donc on a un ordre de grandeur du problème, 5 sur 120 patients hospitalisés avec une encéphalopathie Covid, chez lesquels ils documentent effectivement, donc ce qu'on voit, une vasculopathie aiguë avec des artères qui montrent en fait des prises de contraste et des anomalies de calibre, des prises de contraste pariétales qui sont très très nettes. Et encore une fois, un message thérapeutique qui est encore loin d'être une étude randomisée contrôlée, comme vous le savez, mais qui suggère qu'il y a une certaine réponse aux fortes doses, en pratique les bolus de méthylprénisolone, aux bolus de corticoïdes chez ces patients. Pour ce qui est des atteintes périphériques, je vais aller très vite pour des raisons de temps. L'impression générale, c'est que les Guillain-Barré post-infectieux, post-Covid, semblent tout à fait identiques aux Guillain-Barré classiques que l'on connaît tous, avec des mécanismes d'immunitaires classiques et un pronostic, on va dire, à long terme qui est pour l'instant pas disponible, mais qui semble pas différent sur la phase aiguë, les premières semaines d'hospitalisation. Alors finalement, sur le plan neurologique, on a des manifestations aiguës qui sont contemporaines des signes respiratoires, qui surviennent en général dans les 10 ou 14 premiers jours, des présentations qui peuvent faire inflammatoire, donc encéphalite ou myélite essentiellement, tableau d'ADEME, dont la pathogénie est encore incomplètement élucidée, ça vous l'avez bien compris. L'invasion virale directe, elle est franchement discutable. Les mécanismes sont probablement plus de l'ordre de la vasculopathie et du post ou du para-infectieux que liés à des lésions impliquant directement le virus. Sur les perspectives, le follow-up va probablement apporter beaucoup de choses. Ce qu'on sait d'emblée, c'est que le Covid-19 est associé à des événements neurologiques dont le pronostic, la récupération est compromise. Donc ça, c'est juste une illustration, c'est du stroke, mais quand on compare des patients qui sont matchés donc, en termes de gravité, de topographie, non Covid versus Covid, quand on regarde le score de ranking et la distribution des rankings, il y a une sévérité supérieure chez les patients qui ont par ailleurs bénéficié de la même manière de traitement de phase aiguë, thrombolyse ou thrombectomie. Il y a un excès de mortalité et une morbidité mesurable chez les survivants. Pour ce qui est des séquelles, on va dire, ou des complications à plus long terme, on a des données initialement des autres épidémies de coronavirus sur des tableaux, on va dire, neuropsychologiques, anxiété, dépression, PTSD, avec une fréquence qui semble assez importante, 15% à peu près pour les tableaux anxio-dépressifs à distance, 30% de PTSD.
Et puis quelques données toutes récentes sur les conséquences neurologiques mesurables. C'est essentiellement des choses qui rappellent un petit peu les complications du SDRA et de la réanimation et qui sont pas vraiment spécifiques du Covid. Hein. Faiblesse musculaire, troubles du sommeil et anxiété et dépression dans des fréquences assez importantes, hein, 60, 26 et 23%. Quand on regarde les facteurs de risque, donc en analyse multivariée associée à ces complications neurologiques à long terme, on voit que c'est essentiellement la gravité initiale, hein, ça c'est les grades de l'OMS de la sévérité du Covid, c'est essentiellement ça qui drive le risque de complications à distance. Il n'y a pas de notion d'inflammation systémique, l'effet des corticoïdes ne semble pas significatif dans un sens ou dans l'autre, et donc on retombe un petit peu sur des complications classiques de réanimation des SDRA ou des tableaux de choc septique qu'on connaît et peut-être pas des choses qui sont si Covid spécifiques que ça. Voilà, donc en conclusion, les complications, les tableaux neurologiques associés au Covid, c'est relativement fréquent, hein, ça tout le monde est d'accord pour le dire. On a l'impression que la temporalité est parallèle, est calquée sur l'atteinte respiratoire, hein, 7-14 jours parfois. L'approche multimodale syndromique, elle est absolument nécessaire pour faire la part des choses, des complications notamment vasculaires versus inflammatoires. Deux syndromes qui semblent associés à un pronostic neurologique, on va dire, plus spécifique. Donc les AVC, bien sûr, et les tableaux neuro-inflammatoires graves, encéphaliques ou médulaires, et des études de suivi pour l'instant qui relatent des complications plutôt non spécifiques, à mon sens, fatigue, faiblesse musculaire et dépression. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis bien sûr disponible pour discuter avec vous.